Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes maintenant rendus à la 3e leçon de notre étude sur la démocratie économique. Cette 3e leçon porte sur la création d'argent sous forme de dette par les banques privées. Nous avions terminé la leçon précédente par une conversation avec le banquier qui avait accordé un prêt de 100 000 $. Aucun autre compte n'a diminué dans la banque pour cela. Pas un sou n'a été déplacé, soit d'un tiroir, soit d'une poche, soit d'un compte. En tant qu'emprunteur, j'ai maintenant 100 000 $ de plus à mon actif, mais personne n'a un sou de moins. Ces 100 000 $ n'étaient nulle part il y a une heure, et les voici maintenant à mon crédit dans mon compte de banque. Mais d'où vient donc cet argent, ce 100 000 $? C'est de l'argent nouveau qui n'existait pas quand je suis entré dans la banque, qui n'était dans la poche ni dans le compte de personne, mais qui existe maintenant dans mon compte. Le banquier a bel et bien créé 100 000 $ d'argent nouveau sous forme de crédit, sous forme d'argent de comptabilité, un argent scriptural aussi bon que l'autre, le papier-monnaie. Le banquier n'est pas effrayé de cela. Il sait bien qu'il lui suffit d'1 $ sur 10 pour répondre aux demandes de ceux qui veulent de l'argent en poche. Il sait bien que s'il a 10 000 $ en réserve liquide, en papier-monnaie, il peut prêter 100 000 $, 10 fois autant, en argent de comptabilité, d'écriture. En termes techniques, le pouvoir des banques de prêter 10 fois le montant de papier-monnaie qu'elles ont dans leur coffre-fort est appelé système de couverture fractionnaire. L'origine de ce système remonte au Moyen Âge, lorsque les orfèvres devinrent banquiers. Une histoire vraie, racontée par Louis Évin au chapitre 26 de son livre « Sous le signe de l'abondance ». En ce temps-là, au Moyen Âge, la monnaie ne comptait pas pour beaucoup dans les transactions commerciales courantes. La plupart de ces transactions étaient de simples échanges directs, du troc. Cependant, les rois, les seigneurs, les riches et les gros négociants possédaient de l'or et s'en servaient. Mais les brigandages, les vols, exposaient l'or et les bijoux des riches à tomber entre les mains des pilleurs, des voleurs. Aussi, les possesseurs d'or, devenus trop nerveux, prirent-ils de plus l'habitude de confier la garde de leur trésor, de leur or, aux orfèvres, qui, à cause du matériel précieux sur lequel ils travaillent, disposaient de voûtes bien protégées. L'orfèvre recevait l'or, donnait un reçu au dépositaire et conservait le métal pour celui-ci, moyennant une prime pour le service. Naturellement, le propriétaire de l'or réclamait son bien, en tout ou en partie, quand bon lui semblait. Le négociant qui partait de Paris pour Marseille ou de Troyes pour Amsterdam pouvait se munir d'or pour faire ses achats. Mais, là encore, il y avait danger d'attaque en cours de route. Aussi, s'appliqua-t-il à persuader son vendeur de Marseille ou d'Amsterdam d'accepter, au lieu de métal, au lieu de l'or, un droit signé sur une partie du trésor en dépôt chez l'orfèvre de Paris ou de Troyes. Le reçu de l'orfèvre témoignait de la réalité des fonds. Peu à peu, les commerçants en vinrent à se passer entre eux ces reçus au lieu de l'or lui-même, pour ne pas déplacer inutilement celui-ci et risquer des attaques des mains des bandits. C'est-à-dire qu'un acheteur, au lieu d'aller chercher un lingot d'or chez l'orfèvre pour payer son créancier, donnait à ce dernier le reçu de l'orfèvre, lui conférant un titre alors conservé dans la voûte. Au lieu de l'or, ce sont donc les reçus de l'orfèvre qui changeaient de main. Mais l'orfèvre réalisa par expérience que presque tout l'or qu'on lui avait confié demeurait intact dans sa voûte, n'avait pas bougé.
Les propriétaires de cet or, se servant de ces reçus dans leurs échanges commerciaux, c'est à peine si 1 sur 10 venait quérir, chercher du métal précieux. Pourquoi, dit-il, ne me ferais-je pas prêteur d'or? Prêteur, remarquez bien, d'or qui ne lui appartenait pas, et avec intérêt, va sans dire. Donc, au lieu de prêter de l'or, l'orfèvre va prêter des reçus et en exiger l'intérêt en or. Cet or-là sera bien à lui. Et celui de ses clients restera dans sa voûte pour couvrir de nouveaux prêts. Donc, un bon matin, un ami de l'orfèvre se présenta chez lui pour lui réclamer une faveur. Cet homme n'était pas sans bien. Il avait une maison ou une propriété en culture, mais il avait besoin d'or pour régler une transaction. S'il pouvait seulement en emprunter, il le rendrait avec un surplus en compensation. Et s'il y manquait, l'orfèvre saisirait sa propriété d'une valeur bien supérieure au prêt. L'orfèvre ne se fit prier que pour la forme, et puis il expliqua à son ami d'un air désintéressé qu'il serait dangereux pour lui de sortir avec une forte somme d'argent dans sa poche. « Je vais vous donner un reçu, lui dit-il. C'est comme si je vous prêtais de l'or que je tiens en réserve dans ma voûte. Vous passerez ce reçu à votre créancier, et s'il se présente chez moi, je lui remettrai l'or. Vous me devrez tant d'intérêt. » Le créancier ne se présenta généralement jamais. Il passa lui-même le reçu à un autre. Entre-temps, la réputation du prêteur d'or se répandit. On vint à lui. Grâce à d'autres avances semblables par l'orfèvre, il y eut bientôt plusieurs fois autant de reçus en circulation que d'or réel dans les voûtes. L'orfèvre lui-même avait bel et bien créé de la circulation monétaire, à grand profit pour lui-même. Il triompha vite de sa nervosité du début, qui lui avait fait craindre une demande simultanée d'or par un grand nombre de détenteurs de reçus. Il pouvait jouer dans une certaine limite en toute sécurité. Quelle aubaine de prêter ce qu'il n'avait pas et d'en tirer même un intérêt grâce à la confiance qu'on avait en lui et qu'il eut bien soin de cultiver. Il ne risquait rien tant qu'il avait pour couvrir ses prêts une réserve d'or que son expérience jugeait suffisante. Si, d'autre part, un emprunteur manquait à ses obligations et ne remettait pas le prêt l'échéance venue, l'orfèvre acquérait la propriété mise en gage. D'ailleurs, l'orfèvre crut sage de changer la formule sur les reçus. Quand il prêta, au lieu d'écrire « Reçu de Jacques l'Espérance », il écrivit « Je promets de payer au porteur, peu importe le possesseur du reçu. » Cette promesse circula comme de la monnaie d'or. Incroyable, direz-vous? Mais regardez donc les billets de banque d'aujourd'hui. Lisez le texte qu'ils portent. Sont-ils si différents et ne circulent-ils pas comme monnaie?